Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La police française vient de faire une belle prise. Hier, à Paris, des inspecteurs de l'Office central de répression du banditisme ont arrêté l'un des ravisseurs de Christophe Mérieux, 9 ans, le fils du PDG des grands laboratoires du même nom. Et il ne s'agit pas d'un amateur, comme souvent dans ce genre de crime. L'homme qui a été arrêté s'appelle Louis Guillot, il a 45 ans, vous l'avez vu apparaître sur votre écran. Dangereux personnage s'il en est, plusieurs fois condamné pour vol et proxénétisme, il est soupçonné d'avoir participé à plusieurs agressions à main armée, astucieux et prudent, il avait jusqu'ici bénéficié de non-lieu dans les affaires de meurtre dans lesquelles il avait été inculpé. C'est alors qu'il essayait d'échanger 1600 liasses de billets de 100 francs, 1 600 000 francs, contre des lingots d'or que les policiers qui le surveillaient depuis 15 jours ont pu avoir la preuve qu'il avait participé au rapt du petit Mérieux. Les numéros des billets de la rançon, 16 millions de francs, avaient été en effet relevés. Filé par les inspecteurs, Louis Guillot a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à prendre un copieux repas dans un grand restaurant, le dernier sans doute avant longtemps, on peut l'espérer. L'arrestation de ce bandit va sans doute permettre à la police d'identifier les autres auteurs de ce rapt. Elle lui permettra d'aller peut-être plus loin. L'appartenance de Louis Guillot au gang des Lyonnais est en effet probable. Et c'est parmi les membres de ce gang que se trouvent, croit-on, les auteurs de plusieurs crimes jusqu'ici mystérieux perpétrés à Lyon, notamment les meurtres de l'hôtelier Marin Laflèche et du juge Renaud. L'arrestation des auteurs du rapt du petit Mérieux constituerait une première brèche dans cette forteresse du crime que les gangsters lyonnais ont pu impunément jusqu'ici édifier. C'est dans ce village, le 11 décembre, que les truands lyonnais empochaient 15 millions de francs, la plus forte rançon jamais versée pour la libération d'un enfant. Le lendemain, Christophe Mérieux retrouvait ses parents. Pendant 4 jours, il avait été séquestré à la montagne. Et tu as pu voir où était la maison? Non. Bon, en tout cas, c'était dans une montagne. Il y avait de la neige. C'est l'un des rares indices dont disposaient les policiers. Depuis l'enlèvement de Christophe sur le chemin de l'école, ils avaient la certitude que les ravisseurs étaient au moins trois personnes différentes, ayant tour à tour téléphoné chez les Mérieux pour annoncer le rapt et réclamer la rançon. C'est en réécoutant les enregistrements de ces appels téléphoniques que les policiers ont identifié la voix de Louis Guillot et qu'ils ont décidé sa filature. Reste à débusquer ses complices. L'affolement dont ils avaient fait preuve pendant les transactions avec la famille Mérieux laissait supposer qu'il ne s'agissait pas de professionnels, mais l'arrestation de Louis Guillot semble indiquer aujourd'hui le contraire. Déchirés depuis 1969, frères ennemis même durant 5 ans, voici que les partis politiques du centre ont décidé de se ressouder pour ne plus former qu'un unique et, espère-t-il, grand mouvement politique. C'est en mai prochain que le Centre démocrate de Jean Le Canuet et le Centre Démocratie et Progrès de Jacques Duhamel et Jacques Barrot vont fusionner. L'ambition des dirigeants de ce nouveau parti est d'équilibrer en quelque sorte la majorité aux côtés des Républicains indépendants et de l'UDR, et c'est Jean Le Canuet, ministre d'État et garde des Sceaux, qui sera sans doute appelé à présider cette nouvelle formation centriste. Que lorsque vous parlez du centre, c'est à la fois une orientation dynamique de la transformation de notre société tout en la préservant des bouleversements, et c'est aussi une organisation qui a besoin de se structurer et de s'élargir, et les convergences entre le CDP et le Centre démocrate traduisent cette volonté profonde qui inspire la politique française. Vous allez quand même concrètement chercher, comme on dit, des électeurs. Vous allez les prendre. Est-ce que vous allez les prendre du côté de la majorité, qui restera donc composée de 3 grandes parties, ou bien vous allez aussi les chercher chez les socialistes? Laissez-moi vous rappeler que dans certaines circonstances, sous notre drapeau, nous avons rassemblé plus de 5 millions de Français. Il y a un courant centriste. Lorsqu'il s'agit des législatives, la France se retrouve coupée en deux. Je veux dire, aux législatives, vous n'avez jamais eu beaucoup d'électeurs. Alors, laissez-moi penser qu'à l'avenir, nous aurons des élus beaucoup plus nombreux. Vous ferez remarquer que les centristes démocrates sociaux représentent d'ores et déjà une centaine de parlementaires. Si bien que cette façon que vous avez de minorer notre force ne correspond pas à la réalité. En ce qui nous concerne, nous avons soutenu le président de la République
dès le premier tour, de toutes nos forces, de toute notre conviction, et je le regarde comme celui qui est maintenant chargé par le peuple français lui-même qui l'a élu, d'esquisser les grandes lignes de la vie politique française. Alors naturellement, nous n'avons pas à être des courtisans, ni à être au garde à vous, mais nous avons à être fidèles Vous visez l'UDR à l'action et les du RI en disant président. ça? Je ne vise personne. Je me définis tel que je suis et tel que nous sommes. Hier, en Conseil des ministres, le président de la République a invité plutôt les membres du gouvernement à s'abstenir de commenter les affaires judiciaires en cours. Est-ce que vous vous êtes senti visé, monsieur Le Canuet? Concerné, et le président a eu raison de rappeler la séparation des pouvoirs, la difficulté pour un ministre de la Justice, et vous le savez comme journaliste, c'est que lorsqu'un grand drame se produit dans le pays, le ministre de la Justice est interrogé. Quel est mon devoir? Rappeler la loi, mais n'exercer aucune pression sur le juge qui est indépendant. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui juge, ce sont les tribunaux. La règle a été rappelée, elle est équitable, elle sera suivie. L'Espagne a abandonné aujourd'hui définitivement le Sahara occidental. Le Maroc a pris sa place sans que les populations locales aient été directement consultées. Les Nations Unies demandent qu'une consultation populaire soit organisée afin de connaître les sentiments réels de ces habitants de ce morceau de désert, tandis que les militants d'un mouvement de résistance au Maroc, le Front Polisario, soutenu par Alger, multiplient embuscades et attaques surprises contre les forces armées du Maroc. Mais cette affaire a provoqué des drames humains que ne révèle pas la simple analyse globale de la situation dans cette partie de l'Afrique du Nord. Ainsi, agissant avec une brutalité qu'il ne manquerait pas de dénoncer si ses propres ressortissants en étaient victimes, en France par exemple, le gouvernement d'Alger a chassé manu militari plusieurs dizaines de milliers de Marocains qui travaillaient et vivaient paisiblement en Algérie, victimes souvent innocentes d'une affaire qui les dépasse complètement. Le poste de douane algérien était l'objectif, et ici le Maroc. Avec ces trois familles, des réfugiés qui viennent de passer la frontière chassés de l'Algérie parce qu'ils sont marocains. Ceux-là ne connaissent même pas leur pays. Nés en Algérie, ils sont restés marocains parce que fiers de l'être et qu'il n'y a pas de raison de changer. Ils travaillaient là-bas, ils avaient une maison. Ils sont les victimes innocentes et qui ne comprennent pas du conflit du Sahara. De l'autre côté, les Algériens, des soldats devant notre caméra, se cachent. Ceux-là ont pu emmener quelques affaires, des matelas, des couvertures, une armoire démontée, mais pas d'argent. Au poste frontière algérien, on les a fouillés, déshabillés, on leur a pris leur argent contre un reçu, mais aucun ne retournera en Algérie, ils n'ont plus rien. Ici, au poste marocain où on les accueille, ils racontent leur dernière nuit en Algérie. Où est-ce que vous avez passé la nuit? Aux cellules, commissariat. Pourquoi? Vous n'avez pas pu traverser tout de suite? Non, nous sommes venus hier à 4 h de l'après-midi. Nous avons donné nos passeports et tout. Et ils l'ont révisé, puis ils nous ont menés au commissariat. Et qu'est-ce qu'elle a, votre petite fille? Elle est malade? Elle est malade, oui. Parce qu'elle a souffert avec nous. Ouais, elle a passé... Depuis hier, elle n'a pas dormi. Depuis ce matin. Elle n'a pas dormi. Elle a passé la nuit aux cellules avec sa mère, quoi, par terre. Alors elle a passé la nuit, toute la nuit en train de crier. 35 000 Marocains depuis 2 mois ont ainsi été chassés d'Algérie, arrêtés en pleine rue, expédiés à la frontière, parfois brutalisés, toujours humiliés. Ceux qui avaient une famille au Maroc l'ont rejointe à Marrakech, Casablanca ou dans la campagne. Les autres viennent dans ce camp, à Oujda. On les aide, on les nourrit. Ils ont ce fatalisme des musulmans. Ils sont seuls. Seuls comme l'enfant que vous allez voir. Son père marocain est mort en Algérie, sa mère est algérienne. Il y a 1 mois, il était à l'école en Algérie quand un matin... Je suis allée à l'école et un inspecteur de police, il vient et il avait de l'extrait de naissance. Il avait et il savait que moi je suis marocain. Et après il m'a passé au commissariat et il vient le bus. Ouais. Et après je monte. Et on t'a amené ici? Oui. Et où est ta maman? Hein? Ta maman? Et en Algérie.
Tu l'as pas revu avant de partir? Non. Quel âge as-tu? Moi, 12 ans. Tu t'appelles comment? Mohamed. Tu es un petit Marocain? Oui. Mohamed est l'orphelin de la haine et de la consigne appliquée froidement. Tel père marocain est seul, sa famille algérienne est restée à Oran. Un jeune a été chassé, son père pourtant, martyr de la Révolution, avait été tué à côté des Algériens dans les Aurès. À tous, on avait dit que l'Algérie était un peuple frère. La politique soudain l'a rendu autrement. Le Sahara aujourd'hui sépare les deux nations, le Sahara et les régimes. Boumedienne contre le roi contre Boumedienne. Deux pays voisins qui cherchent leur unité, devenus frères ennemis. Vous espérez pouvoir faire venir votre femme et vos enfants? Oui, si c'est possible. Et si c'est pas possible? Je resterai comme ça, j'attends. J'attends la destinée. Mais vis-à-vis de l'Algérie, vous avez un ressentiment, un mécontentement, une haine? C'est normal. Vous l'avez donc? Bien sûr. Et que vont faire vos parents? Ils ont tout perdu? Non, on va recommencer à zéro. Votre maman est algérienne, vous voudriez qu'elle vienne ici? Je voudrais bien voir ma mère auprès de moi, mais pour le moment, je fais pas appel à elle. Je voudrais accueillir ma mère dans une autre situation, vous voyez? Comme ça, elle sera plus heureuse. Pour savoir qu'elle avait un fils qui a un sang marocain. Et pour savoir qu'un être humain marocain est plus accueillant qu'un autre peuple, c'est-à-dire par rapport au peuple algérien. Dans la détresse, tous les hommes se ressemblent et la dignité n'est pas l'apanage des Marocains. Mais les sentiments qu'expriment ces réfugiés montrent le fossé qui s'est creusé entre les deux nations. Rien plus que ces expulsions accompagnées de sévices ne pouvaient mieux attiser la colère des Marocains. Elle reste encore contenue, mais demain... Le gouvernement algérien continue de dérouler le tapis rouge sous les pieds de François Mitterrand. C'est une image, bien sûr, mais les égards dont est l'objet le premier secrétaire du Parti socialiste français, les paroles aimables qui lui sont adressées, l'accueil chaleureux qui, d'une manière générale, lui est réservé, tout concourt à donner à ce voyage un caractère symbolique. Si nous sommes en froid avec le gouvernement français, le peuple algérien reste ami du peuple français, tient à faire savoir de cette manière le président Boumedienne. Ce qui se passe depuis 2 jours en Algérie paraît quelque peu indécent à certains leaders de la majorité, comme M. Chinaud. Le Parti socialiste, quant à lui, ne l'entend pas de cette oreille. La délégation du Parti socialiste a... Je crois que vous devez excuser ce mauvais départ du reportage de notre envoyé spécial à Alger. Je pense que nous allons avoir dans quelques instants la possibilité de vous passer cette correspondance. Je vais m'en assurer, si vous permettez. On peut le passer ? Eh bien, je crois que nous allons passer quelques nouvelles brèves avant de revenir sur ce qui se passe actuellement à Alger. Rué en Artois, Jean-Pierre acquitté pour la 2e fois. Les magistrats de la Cour d'appel de Paris ont confirmé la décision du tribunal pour enfants. Forte hausse des prix en janvier, 1%. Elle correspond aux augmentations des tarifs publics, SNCF et PTT. Pour la CGT, l'indice est de 1,1%. Cette hausse des prix de janvier porterait à 9,5% l'augmentation du coût de la vie depuis 1 an. À Chartres, un court-circuit pourrait être à l'origine du sinistre qui a détruit plusieurs salles de l'hôpital. Aucune victime, mais des dégâts évalués à plusieurs centaines de milliers de francs. Dans la ville, on espère que cet incendie accélérera le projet de construction du nouvel hôpital. Téléphone, facturation détaillée pour tous les usagers qui en feront la demande. C'est la promesse que vient de faire M. Norbert Segard, secrétaire d'État au PTT. Les usagers le réclamaient depuis longtemps. En revanche, une taxe supplémentaire sera exigée.
Je vous disais donc que le voyage de M. Mitterrand en Algérie paraissait à certains leaders de la majorité comme indécent, et je vous disais également que la délégation du Parti socialiste à Alger tient à faire connaître son indignation devant les insinuations et les calomnies qui sont les dernières cartouches de la droite aux abois. Le Parti socialiste est venu en Algérie pour défendre les intérêts de la France et des Français, intérêts parmi lesquels s'inscrit la coopération entre la France et l'Algérie, comme cela semblait être, avec le général de Gaulle et avec M. Pompidou, la politique du gouvernement français. Au-delà de la polémique qui peut s'engager à propos du voyage de François Mitterrand à Alger, un fait semble évident. Ce n'est pas lui qui est à l'origine de la qualité de l'accueil qu'il a reçu à Alger. Ce n'est pas lui qui a rameuté devant l'immeuble du FLN plusieurs centaines de personnes qui l'ont applaudi. Ce n'est pas lui qui a fait en sorte que la télévision algérienne commence son journal d'hier soir par plus d'un quart d'heure de reportage sur son voyage. Ce n'est pas lui non plus qui a décidé que sa première rencontre avec Houari Boumedienne méritait 4 colonnes à la une du quotidien El Moudjahid. En fait, François Mitterrand est toujours resté très prudent, disant même à plusieurs reprises qu'il était venu en Algérie pour s'informer et uniquement pour cela. D'ailleurs, le communiqué final est tout ce qu'il y a de plus traditionnel et la création d'une commission permanente entre le Front de Libération Nationale et le Parti Socialiste n'aurait qu'une importance relative si ce n'était la première fois que l'Algérie socialiste crée ce genre de commission. Quoi de plus anodin également qu'une rencontre à Alger avec le Front Polisario, François Mitterrand avait déjà rencontré des représentants de ce front à Paris. Alors ce qu'il restera du voyage du PS en Algérie, c'est surtout une phrase. Quand il n'y a plus de rapport d'État à État, il doit y avoir des rapports de peuple à peuple. Une phrase de Houari Boumedienne à François Mitterrand qui en dit long. Eh bien, écoutez, je dois renouveler nos excuses pour les incidents dont vous avez été victime, en quelque sorte, il y a quelques instants. Il était ce qu'il était, avec sa spontanéité, avec des côtés qui pouvaient faire sourire, des thèmes assez agités, qui en fait étaient très, très sérieux et profonds. Il était imprudent, même qu'il se contredisait sans jamais le reconnaître. Enfin, le prenant comme il est, avec son caractère, c'est un homme qui a une influence profonde sur des quantités de gens, et qui ne s'est jamais spécialisé, n'est-ce pas, dans aucun milieu. Il a répondu à tous les appels. En fait, votre attitude, mon père, c'est pas de la solidarité ecclésiastique. Vous n'avez aucune réticence à faire l'éloge de Jean Danielou. Sur tel terrain, je ferai des réserves, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord, et j'en parlerai comme un homme libre, et pas du tout parce que j'aurais pu très bien escamoter, si vous voulez, la question dans la mesure où je croirais à une culpabilité. C'est un homme qui a pris des risques avec le tempérament qui était le sien. Je ne dis pas que tout le monde doit être éventuellement imprudent. Je dis qu'il y a, compte tenu de son caractère, et parce qu'il a toujours voulu se situer, comme dit Charles Péguy, au centre de misère, qu'il y a là un rappel évangélique. Eh bien, le déroulement d'un journal est une mécanique assez délicate, et quand quelque chose commence à ne pas aller, eh bien, tout ne va plus, vous avez pu vous en rendre compte. Il s'agissait, bien sûr, de la cérémonie à l'Académie française à propos de la première séance à laquelle participait le père Carré, un dominicain qui s'est assis dans le fauteuil qu'avait occupé avant lui le père Danielou. Encore une fois, nos excuses, je vous prie. Nous allons passer maintenant à un tout autre sujet, puisqu'il s'agit de ce premier quartet qui s'est joué aujourd'hui à Vincennes. Eh bien, dans ce quartet, il y a au moins un gagnant, et c'est le PMU. Au-dessus de 5 milliards d'anciens francs d'enjeu, je considérerais la partie comme gagnée, disait hier soir Frédéric Crespin, le secrétaire général du PMU. Eh bien, les parieurs, en dépit de la complexité de ce nouveau jeu, ont comblé ses vœux. Plus de 5 milliards 700 millions d'anciens francs ont été versés aux caisses du PMU aujourd'hui pour ce seul quartet. Première constatation, les parieurs se sont rués sur les quartets combinés, c'est-à-dire ceux dont les tarifs sont calculés sur la base de 3 francs, comme au bon vieux temps. Sur 100 tickets, il y avait aujourd'hui 27 quartets combinés,
il n'y en a que 15 sur 100 pour le tiercé uniformément à 5 francs. Sur les 5 milliards 700 millions anciens joués aujourd'hui, l'État et les sociétés de course percevront 1 milliard, les heureux gagnants des 3 classes se partageront les 4 milliards anciens restants, 2 milliards pour la première classe et 1 milliard pour chacune des 2 autres. Mais pour toucher, il fallait ce matin se creuser la tête. Oh, c'est difficile, vous savez. C'est très difficile. Parce que il y a 4 chevaux tout de même, 4 chevaux à choisir au lieu de 3. C'est pas pareil. Moi, je gagne assez souvent, mais là, j'ai peur de ne plus gagner du tout. Le PMU dit que ce premier quartet est un succès. Il faut remarquer pourtant que sa recette est à peu près identique à celle du tiercé de jeudi dernier, pourtant toujours en régression. Mais revenons à nos parieurs. Nous en avons même trouvé un ce matin qui n'hésitait pas à manier l'équation exponentielle qui, comme chacun sait, est celle dans laquelle l'inconnu figure en exposant. Il y a une progression, pour ainsi dire, mathématique, pour employer un terme un peu savant, exponentielle, dirais-je. Pour moi, la progression de la difficulté est beaucoup plus difficile pour 4 chevaux que pour 3. Mais on se console parce que souvent on trouvait le 4e, et même le 5e, on n'avait pas le premier. Bon, ça doit être un peu plus difficile, mais il y a un peu plus de plaisir aussi. Parce que tous les joueurs, même amateurs comme moi, on aime un peu la difficulté. On ne joue pas que pour gagner de l'argent. Quant à la course, elle a été enlevée par le 3 Goletto, alors qu'au tournant des écuries, avant la ligne droite, le 5 Gevrey-Chambertin que drivait Minou Goujon avait encore toutes ses chances, mais par 2 fois, il devait se mettre à la faute, ce qui permettait à Goletto de conserver le meilleur sur le 12 Gentil Coquelicot, tandis qu'à l'extérieur surgissait le 16 Giatto et que le 9 Gold Point prenait cette fameuse 4e place. 3, 12, 16 et 9, c'était l'arrivée de ce premier quartet. Eh bien, si vous avez joué, sans doute, attendez-vous avec impatience, non seulement les résultats, vous venez de les entendre, mais aussi les rapports. Les résultats, je vous les rappelle encore une fois, les voici d'ailleurs écrits. Les 4 premiers chevaux de la 4e course courue à Vincennes cet après-midi et comptant pour le quartet sont le 3, le 12, le 16 et le 9. Les rapports ne sont pas encore connus. Le PMU, compte tenu du fait qu'il existe 9 rapports différents, n'a pas encore été en mesure de terminer ses calculs. Nous vous les donnerons dans notre dernière édition avec Maurice Werther vers 23h30. Quelques mots sur le temps. Aujourd'hui, le temps est resté très brumeux sur la moitié nord de la France et ensoleillé sur le sud, avec des températures restant comprises entre 8 et 15 degrés, comme vous pouvez vous en rendre compte sur notre carte. Demain, le temps restera doux, malgré quelques gelées locales le matin. Les nuages et les brouillards seront nombreux, de la Manche au Morvan et au nord-est, avec quelques bruines éparses. Sur les régions s'étendant de l'Atlantique à la Méditerranée et aux Alpes, il fera beau, après quelques brouillards matinaux. Bonne soirée à tous, au revoir.